Le trajet du chemin de Compostelle, après Conques, descend progressivement du Rouergue pour se diriger à nouveau vers la vallée du Lot, puis Figeac dans le département éponyme. Avant de quitter l'Aveyron, il passe par Decazeville, une ville établie au XIXe siècle pour répondre aux besoins en main-d'œuvre d'une exploitation minière de houille et des entreprises sidérurgiques implantées dans son sillage. Decazeville occupe, presque depuis sa fondation en 1829, une place particulière dans l'histoire des luttes sociales en France, si bien que j'en connais pour l'essentiel l'épopée. Le charbon à ciel ouvert était ici exploité à minima depuis des siècles, d'abord pour les usages locaux, puis à des fins commerciales après son transport par le Lot puis la Garonne vers Cahors, Agen et Bordeaux. La révolution industrielle anglaise et bientôt européenne amène un remplacement dans les fonderies du charbon de bois traditionnel par la houille, qui prend à partir de la fin du XVIIIe siècle une importance considérable. En 1826, le duc de Cazes rachète les droits sur les gisements de houille et de minerais de fer de la vallée alors très peu habitée. Il fonde la compagnie des houillères et fonderies de l'Aveyron, puis l'usine Decazeville, autour de laquelle les habitations se groupent rapidement. Sous la monarchie de Juillet, cette usine sidérurgique devient la plus importante de France. La ville nouvelle compte déjà environ 2700 habitants. Ce nombre atteindra un apogée de 15 000 entre 1910 et 1935, avant de décroître progressivement jusqu'aux 6 000 actuels. C'est que l'histoire du complexe minier et sidérurgique est émaillée de crises et de conflits depuis le début du Second Empire. Victor Hugo témoigne dans un poème du sanglant mouvement social de 1869 à Aubin, près de Decazeville, au cours duquel 17 grévistes sidérurgistes sont abattus par la troupe. En 1886, l'atmosphère est insurrectionnelle. Un directeur d'usine est tué. L'activité sidérurgique commença à décliner dès cette époque. Mais les nécessités de la Première Guerre mondiale freinent ce déclin qui s'amplifie à nouveau ensuite. L'extraction de la houille, grâce à l'exploitation à ciel ouvert de la mine de la Découverte en 1892, reste à l'inverse dynamique. Des photographies rappellent alors ce qui était le travail après la Seconde Guerre mondiale. L'énorme cavité de 200 mètres, dans laquelle s'organisent des norias de camions sur une piste en colimaçon. Dès le début des années 50, cependant, les difficultés s'accumulent. Le gaz et le pétrole remplacent de plus en plus le charbon, qui subit par ailleurs de plein fouet la concurrence européenne après la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. De plus, le gisement s'épuise. L'extraction des filons souterrains devient déficitaire. La décision de fermeture des mines profondes est prise en 1959 pour une entrée en vigueur à la fin de l'année 1961. Une grève massive en 1961 et 1962 ne changera pas le cours des choses, et la région connaît une lente descente aux enfers avec fermeture progressive des usines et arrêt définitif de l'extraction de la houille de la Découverte entre 2001 et 2003. Au total, Decazeville perdra les 2/3 de ses habitants et la presque totalité de ses emplois industriels. Je parviens au-dessus de la cuvette de Decazeville vers midi. La chaleur devient pesante. Du plateau, je distingue bien les anciens sites industriels. Aucun n'émet de fumée. Le silence y règne. Ils sont déserts. À mon entrée en ville, la température est déjà de 32 degrés.
elle dépassera les 34 lorsque je la quitterai. En principe, le GR Camino Frances ne pénètre pas dans Decazeville. Il bifurque immédiatement vers le nord-ouest pour remonter sur le bord de la cuvette vers la vallée du Lot et Livignac-le-Haut. Cependant, je désire mieux connaître cette ville sinistrée mais mythique et décide d'y déjeuner. Je m'engage par conséquent dans la rue principale vers la mairie, que je remonte dans la fournaise sur plus de 1 kilomètre. L'atmosphère est étrange et pesante. Au moins un magasin sur 2 est désaffecté. Des haut-parleurs diffusent en boucle des messages publicitaires pour les quelques enseignes encore actives, peut-être pour éviter qu'elles ne disparaissent elles aussi. Je ne croise que des échoppes de restauration rapide, et les restaurants que m'indiquent des passants sollicités en sont aussi, ou alors sont fermés. Il est maintenant près de 14 heures. Je suis en sueur et commence à ressentir la faim et la soif. Je me sens surtout désespéré de ce que je ressens sur le moment, comme un exemple de plus de ces désastres économiques aux douloureuses conséquences sociales et humaines qui émaillent mon itinéraire depuis mon départ. Je bats alors en retraite et m'engage de nouveau sur le GR Camino Frances, d'où j'avise dans le faubourg un estaminet ouvrier, où un homme jeune au fourneau prépare une vraie et savoureuse cuisine. Dans l'établissement, outre le patron, 4 hommes de la cinquantaine passée sont accoudés au bar. J'engage la conversation. Ils évoquent la manière dont ils ont vécu la fin de l'activité minière et la fermeture qui en a découlé des usines chimiques et métallurgiques. Me font part de la très grande difficulté de la reconversion, de sa lenteur. L'un de leurs propos me frappe, car il s'intègre hélas trop bien au ressort de la sécession et du repli décrit plus haut. Ils ont tout pris. Ils, ce sont, j'imagine, les autres, les puissants, les possédants, la logique de la compétition internationale, l'Europe. Ces images de Decazeville ne me quitteront pas pendant plusieurs jours, couvrant l'euphorie qui m'habite depuis mon départ d'un voile plus sombre. Le billet que je rédige à l'étape de Livignac, à 5 kilomètres de Decazeville, sera empreint de mon désarroi. Ces mots seront sincères, mais à l'évidence trop forts. Tel est le prix à payer de la spontanéité. Elle comporte des risques que j'assume. Je reçois d'abord une bonne douzaine de témoignages de personnes indiquant avoir ressenti dans la ville la même impression lourde que moi. Cependant, en août, un mois après mon passage à Decazeville, l'édition aveyronnaise de la Dépêche du Midi publiera un article parlant de dénigrement. Ce papier déclenche immédiatement une violente polémique dans l'ancienne cité minière. J'ai alors l'occasion d'expliquer combien le terme dénigrement est malvenu. Peut-être n'avais-je pas en main toutes les informations nécessaires, mais j'étais sincère, solidaire et malheureux. Mon vœu le plus cher est qu'après avoir touché le fond, ce haut lieu de la vie ouvrière et des luttes syndicales puisse rebondir et recréer des emplois industriels, profitant en particulier du dynamisme de la ville toute proche de Figeac dans le secteur de l'aéronautique. Il existe peut-être des signes encourageants en ce sens.